le délai et démarrer ce webinaire sans plus tarder. En préambule, je tiens à remercier notre cher expert Grégoire Mermet qui va intervenir pendant à peu près 40 minutes, hein. Je crois que c'est à peu près ça, Grégoire, Oh, de même manière un peu aussi, moins, même un même un peu peu moins. moins, de manière à pouvoir répondre aussi aux questions qui sont souvent nombreuses et avec une grande multiplicité de scénarios. Alors, on vous propose aujourd'hui un atelier en webinaire sur les véhicules qui sont souvent immobilisés dans vos établissements. En fait, on a pu constater au travers de différents ateliers techniques ces derniers mois qui n'étaient pas du tout sur ce sujet-là, mais dont le sujet revenait très régulièrement. On était très souvent sollicité sur cette question de véhicules abandonnés, véhicules ventouses, véhicules immobilisés. Et donc, on s'est décidé à vous proposer, alors certes, un sujet peut-être un peu de niche qui ne parle pas forcément à tous nos acteurs de l'automobile, mais dont le problème est suffisamment important pour mériter un traitement tout particulier. Et donc, c'est l'objectif de cet atelier d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, alors je ne sais pas comment tu vas faire, Grégoire, mais tu vas peut-être le dire en préambule. Est-ce que tu traites tout d'un bloc? Est-ce que les gens posent des questions au fur et à mesure? C'est toi le maître de cérémonie, tu t'organises comme tu le souhaites, mais dans tous les cas, c'est un atelier qui se veut interactif. L'objectif, c'est de vous donner les moyens de vous prémunir de ce type de situation, de vous donner des premières astuces de manière d'action très rapide. On ne traitera pas de toutes les problématiques, notamment des sujets qui touchent à la fourrière, qui sont pour nous un autre sujet. Mais voilà, n'hésitez pas à prendre la parole. Aucun micro n'est verrouillé. Par contre, on vous demande toujours de faire bien attention, de le fermer quand vous n'en avez pas besoin. Si vous avez besoin de poser les questions par le chat. Et dans tous les cas, ce webinaire est enregistré et sera mis en ligne sur notre page régionale. Grégoire, je te laisse la parole. Voilà, Grégoire. Ok, et ben c'est parti, à l'heure, ce qui est assez rare pour le souligner. Donc, merci tout le monde d'être présent. Donc, je me représente, Grégoire Mermet, je travaille au service juridique Mobiliance. A priori, vous ne voyez pas ma tête pour le moment. C'est pas grave, elle n'a rien d'exceptionnel parce que bon, je suis en partage d'écran. Je vais vous passer donc les slides relatifs à cet atelier. Alors, évidemment, cette présentation vous sera envoyée à la fin, donc pas la peine de prendre des photos d'écran ou de noter tout en catastrophe. Pour ce qui est des questions, comme l'a dit Grégory, et d'ailleurs j'en profite pour saluer tous mes amis des équipes Mobiliance Île-de-France qui sont connectés. Bonjour chers collègues et bonjour chers adhérents. Les questions. Alors, l'atelier est relativement court. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais tout dérouler d'un bloc pour ne pas perdre le fil. Je vous invite soit à garder vos questions en réserve pour la fin, on aura le temps. Certains d'entre vous d'ailleurs ont déjà posé des questions comme vous y étiez invité au moment de l'inscription. Donc vous verrez à la fin, il y a une diapo où j'ai déjà remis un certain nombre de questions que vous aviez posées au moment où vous vous êtes inscrit. Et c'est bien parce que j'ai pu préparer mes réponses du coup. Et puis, vous avez aussi le chat, pour ceux qui savent manier ça. Donc, Mélanie et Grégory, je vous laisse la responsabilité de guetter un peu le chat et éventuellement on le reprendra à la fin. Voilà, on va faire comme ça, on va dérouler et on fait les questions à la fin. Alors, je suis sûr. Voilà. Alors, un petit préambule sur le rappel du respect des règles de concurrence. Évidemment, nous sommes astreints à un certain nombre de règles par l'autorité de la concurrence. Le petit texte ici, voilà, je vous invite à le lire. Clairement, on va parler de choses qui sont facturables. C'est pas pour ça qu'on vous invite forcément à les facturer. On va parler de prix, mais les prix sont libres et c'est pas Mobiliance qui vous en donnera. Dans les questions qui étaient posées, certains demandaient quels étaient les frais de garde à facturer. Moi, clairement, j'en sais rien. Ça dépend de vous. À part les tarifs de fourrière qui sont réglementés, comme les prix de frais de garde sont libres. Donc, je vous donnerai pas et je vous donnerai même pas une fourchette.
Voilà. Donc vous restez libre de facturer ou pas et à des prix que vous déterminez en fonction des données qui vous sont propres. Voilà. Donc même quand vous posez des questions, faites attention à ne pas dévoiler vos prix. Ça peut passer pour une entente. On va, comme on vous l'a expliqué au départ, passer en revue un certain nombre de modes opératoires et de scénarios. Voilà. Je vous le dis clairement, la présentation, c'est pas forcément celle que j'aurais prise moi au départ. C'est sous forme de tableau et des organigrammes. En fait, vous allez voir, ça a l'air un petit peu ardu comme ça, mais on essaye de prendre en compte le maximum de scénarios que vous avez. En fait, le véhicule abandonné, il y a des tas de possibilités. En fonction de comment il est arrivé chez vous, est-ce qu'on connaît le proprio? Qui est propriétaire? Est-ce que le véhicule est en bon état ou pas? Est-ce qu'il a une valeur ou pas? Bref, et à chaque fois, c'est si, 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 et là, on décline vers une autre possibilité. On a essayé de prendre la majorité des scénarios possibles pour vous les résumer. Il n'y aura pas tout, évidemment. Donc, ça explique la présentation. Quelques précisions préalables que je vous remettrai encore, dont je vous reparlerai encore à la fin. Déjà au départ, pour engager un véhicule abandonné ou pour engager la moindre démarche, il faut que vous ayez un papier, un ordre de mission, un OR, un devis, quelque chose qui atteste que vous avez pris en charge ce véhicule. Voilà. Donc, dans toutes les matières d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi les consos, les ateliers conso SAV, pas de R, pas de devis, c'est le début des problèmes. Après, tous les moyens d'action pour se faire payer, pour faire évacuer le véhicule, etc., etc., sont extrêmement limités. Donc, s'il vous plaît, on ne vous le redira jamais assez, mais faites des OR, faites des devis, et quand vous êtes appelé pour un dépannage, par exemple, conservez bien l'ordre de mission et même si on ne parlera pas ici des fourrières, c'est un cas particulier, mais quand vous êtes appelé sur réquisition, assurez-vous de l'avoir la réquisition. Voilà, on n'est pas là pour rendre service, on n'est pas là pour se déplacer uniquement sur la base d'un coup de fil. C'est extrêmement risqué juridiquement. Le client n'est pas forcément propriétaire du véhicule. Attention, il faut l'accord du propriétaire pour se débarrasser du véhicule. En l'absence des coordonnées du client, c'est un cas qui revient souvent. Qu'est-ce que je fais si je n'ai pas les coordonnées du client ou s'il est à l'étranger? On vous dit de solliciter la police ou la gendarmerie de manière tracée, par mail ou par courrier. Vous allez, j'en entends certains qui ruminent dans leur tête en disant oui, mais la police ou la gendarmerie ne me répondront pas. On le sait. C'est juste histoire de prouver que vous avez tout fait pour récupérer les coordonnées du propriétaire. Vous le verrez après dans le dossier qui sera éventuellement à faire pour le tribunal. On vous demandera est-ce que vous avez au moins essayé de contacter le propriétaire du véhicule? Ben non, je n'ai pas ses coordonnées. Est-ce que vous avez essayé de les obtenir? Oui, j'ai même fait une demande à la police ou à la gendarmerie, qui évidemment, dans la plupart des cas, va vous dire qu'ils ne peuvent rien pour vous. Mais il faut le faire de façon tracée. Il y a une mise en demeure à faire au client quand même, pas envoyer démarrer les procédures que je vais vous expliquer après. Ça a l'air idiot, hein, mais dans un cas sur deux, les professionnels nous sollicitent alors qu'ils n'ont même pas essayé de contacter le client. C'est quand même le préalable. Donc il y a un petit courrier, il faut bien marquer que c'est une mise en demeure, parce que sinon c'est pas valable. Évidemment, tous les modèles et tous les courriers dont je vous parle dans cette présentation vous seront envoyés en annexe de la présentation aussi, hein. Voilà, on vous laisse pas, on vous laisse pas complètement démunis au milieu du pré. La procédure qu'on va vous expliquer, les requêtes au tribunal, le véhicule doit être chez vous depuis au moins 3 mois. Bon, alors, je dis ça, c'est 3 mois, mais en réalité, dans les dossiers que vous nous soumettez, généralement, vous avez attendu bien plus longtemps, voire bien trop longtemps, et ça, il ne faut pas. Il faut régulièrement checker les véhicules sur votre parc et régulièrement vérifier ce délai de 3 mois et ne pas tarder à engager les procédures ou les courriers. Parce que plus vous attendez, plus le client a de chances de disparaître dans la nature, plus il y a de chances qu'il ait déménagé, qu'il soit injoignable, qu'il soit reparti à l'étranger ou qu'il se soit tellement persuadé que son véhicule, c'est plus dans sa tête.
une solution miracle a été trouvée, il n'a rien à payer, il s'en est débarrassé, et quand 2, 3 ans après, vous allez réessayer de lui dire, bah non, le véhicule est chez moi, vous me devez des sous et il faut qu'on s'arrange, le client ne sera pas du tout dans cette optique-là. Donc, n'attendez pas pour engager des démarches. Vous verrez, c'est au tribunal une demande par véhicule. C'est un peu fastidieux, mais on peut pas faire de lot et on peut pas faire de regroupement. Grégoire, Et monsieur juste parce que c'est pour rester sur la thématique, peut-on ouais. le faire en ligne, demande monsieur Philippe Létao, à mon avis, sur la demande à la gendarmerie ou la police, ça doit être ça, Oui, si vous j'imagine. avez des mails, certains d'entre vous sont des panneurs ou ont des contacts avec les autorités de police ou de gendarmerie. Il est tout à fait possible de le faire par mail. Pour un moyen tracé, que vous ayez une preuve. Voilà. Et que eux vous répondent par mail. C'est-à-dire que si le major de gendarmerie ou le brigadier chef de police vous rappelle par téléphone, demandez-lui s'il vous plaît de confirmer qu'il ne peut rien pour vous, qu'il n'a pas trouvé les coordonnées du propriétaire avec un écrit. Voilà. Avant-dernier point, je vous rappelle, il est interdit de remettre un véhicule à un recycleur non agréé. Bon, on ne va pas se mentir, il est très probable que certains professionnels le font. On a certains garages qui ne nous appellent pas ou qui, quand ils sont dans une impasse, nous disent c'est pas grave, je vais trouver une autre solution. Attention, ces autres solutions sont potentiellement illégales. Donc faites gaffe. Si le véhicule après est retrouvé dans une forêt ou à nouveau abandonné ailleurs, si on remonte jusqu'à chez vous en disant mais à un moment il était au garage Intel, comment ça se fait qu'il se retrouve maintenant dans une décharge sauvage, vous risquez d'être embêté par rapport à ça. Donc oui, on n'est pas dupe, on sait comment ça se passe. On sait que certains professionnels ont trouvé des solutions alternatives, pour parler gentiment, mais attention, elles ne sont pas sans risque. Voilà. Et vous verrez, bon, ce qui coince surtout, c'est quand dans toutes ces procédures-là et dans tous ces scénarios, ce qui peut coincer, c'est quand on demande la destruction d'un véhicule qui n'a aucune valeur. Ça coince notamment parce que la destruction n'est pas prévue par le texte originel qui date de 1903, alors qu'on a un peu amendé depuis, hein, mais le texte date de 1903, il ne prévoit que la vente. C'est pour ça que certains tribunaux refusent de détruire le véhicule. C'est pour ça aussi que c'est très compliqué de faire modifier le texte, parce qu'on s'attaque aux droits de propriété. On essaye régulièrement de le faire modifier ce texte, mais pour le moment sans y parvenir. Alors, tac. Premier scénario, schéma 1. Donc vous voyez un peu la présentation, mais vous allez voir, il suffit, comme tout le reste, de suivre les flèches. Bon, c'est le schéma le plus simple, celui qui finit bien. On fait une demande préalable, on a une réponse. Le client, il paye, il récupère son véhicule. Bon, on fait une mise en demeure de payer. Étape 1. Vous voyez en haut, étape 1. En recommandé avec AR, s'il vous plaît. Hein. Tous ceux qui m'ont dit je vais lancer la procédure et j'ai téléphoné au client, je vous le redis, ça a zéro valeur. Vous pouvez au début, à l'amiable, quand on est encore pour jauger un peu de la situation, évidemment, mais une procédure, c'est forcément par écrit. Voilà. Après, on part sur la droite. Réponse du propriétaire, c'est bien, il est connu et il répond. Il paye, il veut récupérer son véhicule. Fin du feuilleton. Il paye et veut se débarrasser du véhicule. Il fait ce qu'il faut. Il vous signe les papiers pour cession. Il y a une attestation sur l'honneur. Vous détruisez le véhicule dans les règles. Le scénario idyllique, je dirais celui pour lequel vous ne nous appelez pas, puisque forcément, ça se passe bien. Bon. Autre cas, vous avez fait la mise en demeure de payer, de récupérer le véhicule. Absence de réponse du propriétaire. Si vous doit des sous, vous pouvez passer par une injonction de payer. Procédure légale qui peut se faire en ligne. Pareil, vous aurez les liens et toute la procédure pour le faire. Elle peut se faire en papier aussi, en lettre recommandée avec AR. Voilà. Vous avez après un papier du tribunal qui certifie que le client vous doit cette somme. Bon. Ensuite, le client prend peur devant ce papier du tribunal, il paye et veut récupérer son véhicule. Là encore, scénario idyllique, fin du feuilleton. Le client paye, mais ne vient pas récupérer son véhicule, pour une raison ou une autre.
Schéma numéro 2, c'est assez rare. En général, s'il paye, il a repris contact avec vous, donc il va vous signer les papiers de cession ou il va vous signer la cession du véhicule ou il va demander à le récupérer. Bon, assez rare qu'il paye mais qu'il ne récupère pas. Bon, on se reverra ça sur le schéma 2. Le client ne paye pas, répond pas et récupère pas son véhicule. On passe sur le schéma 3. Là, c'est le plus simple en fait. Cas des cas, le client répond. En plus, on est sur un véhicule qui a potentiellement de la valeur. Voilà, c'est pas le cas sur lequel on est le plus sollicité. Bon, on vous le redit, prérequis, la créance doit être certaine. Vous devez avoir un OR ou un devis signé. Je vous rappelle, attention, les délais de prescription pour une facture, 2 ans pour un consommateur et 5 ans pour un professionnel. Donc faites gaffe aussi à ne pas vous réveiller trop tard. C'est schéma Alors juste, numéro 2. Grégoire, juste question pour la mise en demeure, mail, c'est accepté ou pas, voire texto, beaucoup de professionnels le font par cette manière-là, mais je doute que ça soit la bonne Alors, pratique. texto, non. Texto, non. Le mail, en principe, oui. On voit certains, depuis des textes récents sur la digitalisation des procédures, on voit même certains avocats qui font des relances par mail. Perso, je suis un peu old school là-dessus, je suis un peu de la vieille école. Pour être sûr, je préfère encore leur commander papier. Voilà, je préfère leur commander papier. Vous avez plus de place, c'est plus classique par rapport à la procédure. Sur le mail, bon, c'est en train d'être accepté, c'est dans l'air du temps, mais ça ouvre quand même un certain nombre de recours, d'incertitudes quant à la réception. Donc ça marche pas à tous les coups. Donc préférez quand même le bon vieux recommandé papier. Voilà. Schéma numéro 2. Évacuer le véhicule avec un propriétaire connu dont on a les coordonnées. Là encore, c'est un schéma plutôt positif, pour ne pas dire idyllique. Prérequis évidemment, avoir les coordonnées du propriétaire. On lui fait une mise en demeure de récupérer le véhicule. Il répond, il veut récupérer son véhicule, il veut s'en débarrasser, fin ou destruction. Là, ça va. Absence de réponse du propriétaire. Voilà. Vous voulez évacuer le véhicule, pas forcément. Votre objectif premier n'est pas forcément de récupérer les sous, c'est surtout de faire évacuer le véhicule. On va voir après. Il faut faire un peu la différence. Ou on se lance, on veut récupérer son pognon, ou l'objectif principal est de faire évacuer le véhicule. Et là, il faut peut-être faire un croix sur ce qu'on vous doit. Absence de réponse du propriétaire à J+20, c'est un délai indicatif, hein. Vous pouvez laisser 10 jours, 15 jours. Bon, J+20, c'est déjà relativement bienveillant comme délai, on va dire. Là, vous introduisez une demande de vente de véhicules abandonnés. On va passer au schéma 3, vous verrez après. Ou, si ça ne marche pas, vous avez aussi une procédure dite environnementale où vous pouvez demander à la mairie de faire évacuer le véhicule sous condition. Voilà. Refus du maire ou accord du maire, et là pareil, c'est le maire qui vous met en demeure d'évacuer le véhicule et vous l'évacuez dans les règles. Tous ces schémas-là, ces deux-là, vous voyez, ils ne sont pas très étoffés, ça marche bien et surtout, voilà, les coordonnées du propriétaire. C'est un peu le plus simple. Et là, on va taper dans le dur. Le schéma, alors, non, On a schéma une autre 3. question, juste. Ouais. Ah, je suis reparti en arrière, pardon. S'il y a Oui, un vas-y. gage sur le véhicule, pouvons-nous le mettre en destruction si accord du client? Ah bah oui, si le client est d'accord et surtout qu'il vous signe par écrit tout ce qu'il faut, hein. Pareil, on ne met pas le véhicule en destruction sur un accord téléphonique ou verbal, ni même sur un simple mail, ça me paraît discret, ça me paraît problématique. Ce qu'il faut, c'est que le client vous fasse une session pour destruction. Voilà. Mais si le client est d'accord, oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Même s'il n'a pas payé, même si. Voilà. Donc là, quand on a des contacts avec le client et qu'il vous dit, il répond au moins, il est identifié et au moins il répond et on arrive à dire, bon, écoutez, je m'assois sur ma facture, je m'assois sur mes frais de garde, mais moi tout ce que je veux, c'est, je comprends, vous n'êtes pas solvable, votre voiture a plus vraiment de valeur à l'Argus, moi tout ce que je veux, c'est m'en débarrasser parce qu'elle me prend de la place.
Le client dit « Ok, c'est bon, on arrive à un accord comme ça, je vous signe ce que vous voulez, je vous cède la bagnole pour 1 euro symbolique et vous en faites ce que vous voulez. » Là, il n'y a pas de souci. C'est pas Et on, pas le cas le plus fréquent, hélas. Mais bon. et on demande si le véhicule est gagé par l'administration. Ça n'empêche pas d'engager les procédures. On l'avait D'accord. vu cette question-là dans les questions au moment de l'inscription. Véhicule gagé, véhicule nanti, véhicule comme ça n'empêche pas d'engager les procédures. Voilà. On n'en tient pas compte. Les seuls cas qui sont un peu embêtants, c'est les dossiers de comment je dirais, surendettement personnel, où là on a vraiment un droit où généralement le tribunal va vous empêcher de faire quoi que ce soit avec la voiture. Dans le reste des cas, c'est pas bloquant. Qu'est-ce que c'est que cette procédure environnementale avec la demande d'attestation de destruction au maire? Alors, c'est un article du Code de l'environnement qu'on vous a reproduit ici. Ce qui est important de regarder, c'est ce qui est en jaune, surligné. Lorsqu'il est constaté qu'un véhicule stocké sur une propriété privée semble être privé des éléments indispensables à son utilisation, insusceptible de réparation immédiate, peut constituer une atteinte grave à la santé ou à la salubrité publique, ou peut constituer une atteinte grave à l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l'atteinte à l'environnement. En gros, vous avez sur votre terrain une épave. Et c'est là la limite un peu de ce texte. Il faut que le véhicule ne soit pas complet, il ne soit pas réparable. C'est vraiment le véhicule, on va être clair, le véhicule pourri. Le véhicule pourri. Ou le véhicule cramé. Ou le véhicule, il n'y a plus les roues, il n'y a plus le moteur, il n'y a plus les portes, rien. Il n'est pas réparable, il est rouillé, il est cabossé de partout. Bref, il y a de l'herbe, il y a un arbre qui commence à pousser dedans, il y a des animaux qui s'installent, ça fait pas propre. Le maire n'aime pas ça et il vous met en demeure de virer ce véhicule. Voilà. Cette procédure, au départ, il faut bien comprendre qu'elle a plus été faite pour protéger des particuliers qui se retrouveraient sur leur résidence secondaire, notamment avec quelqu'un de mal intentionné qui aurait abandonné une épave, une voiture non roulante sur un terrain privé. Et plus dans cette optique-là. À savoir que les mairies, déjà, connaissent pas ce texte. Donc, quand vous allez l'utiliser, il va falloir leur rappeler 2-3 fois. Elles ne le connaissent pas et ils n'ont pas trop envie de l'appliquer. Parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec le propriétaire du véhicule qui va leur réclamer des comptes potentiellement après. Donc clairement, cette procédure, elle existe. Ça ne coûte rien de la tenter, mais je ne vais pas vous mentir, elle ne marche pas dans tous les cas, surtout si vous n'avez pas la chance d'être près d'un secteur Natura 2000 ou en zone littorale ou en forte zone touristique. Un garage, une fois, qui m'a dit super, ça a marché tout de suite. La mairie m'a répondu, j'ai évacué le véhicule. Oui, c'est un garage qui est à 1 km à vol d'oiseau de la dune du Pilat, en Gironde. Forcément, secteur ultra touristique, donc des épaves au bord des routes ou dans un champ, on évacue ça tout de suite. Voilà. Mais elle existe, c'est pour ça qu'il faut la tenter. Voilà. Vous allez voir, il y a plein de procédures. Aucune n'est garantie sur facture, complètement, mais il faut les tenter. Voilà. Alors, schéma 3, et c'est là qu'on arrive dans les difficultés pas très marrantes, pas très rigolotes. Propriétaire inconnu, en général pas solvable, qui répond pas. Le maire répond pas non plus dans la procédure environnementale. Et cerise sur le gâteau, le véhicule n'a pas de valeur. Ou n'en a plus. Voilà. On est toujours demande de vente du véhicule abandonné. Je vous le dis, la loi de 1903, vous voyez là dans l'encadré vert, ne prévoit que la vente. Si vous avez fait des réparations sur un véhicule, le client ne vient pas les chercher, on vous donne le droit de vendre le véhicule pour vous faire payer de vos réparations. Quid du cas où en fait le véhicule n'a pas de valeur, n'en a plus, n'est plus coté et que vous voulez simplement le détruire. Le gros problème, c'est que ça n'est pas prévu dans le texte. Donc là, vous avez la demande de vente de véhicules abandonnés. Vous regardez en bas, requête de demande de destruction. Cette demande de destruction, alors, soit vous appelez le tribunal pour connaître sa position,
pas sûr qu'ils vous répondent. Soit vous voyez ici, possible de tenter une requête à fin de destruction ou à défaut de vente. On fait un 2 en 1. Allez, je vous demande, s'il vous plaît, monsieur le juge, de détruire le véhicule ou à défaut, si vous ne voulez pas, de le vendre. Voilà, pour vous donner au moins un accord du tribunal pour en disposer. Clairement, certains s'en souviennent peut-être, il y a 15 ans, la destruction, ça passait au tribunal. Alors même que ce n'était pas prévu par les textes, ça passait à peu près dans tous les tribunaux. Voilà. Je pense, quasiment sûr, qu'il y a certains tribunaux qui ont eu des retours de bâton avec des propriétaires qui se sont manifestés, même des mois, des années après, en disant mais pourquoi vous avez autorisé la destruction de ma voiture alors que ce n'est pas prévu par le texte. Donc j'attaque l'État pour avoir détruit illégalement mon bien. Du coup, les tribunaux ont reçu les instructions et clairement la destruction, elle passe de moins en moins. Alors, comme dit l'autre, sur un malentendu, ça peut marcher. C'est pour ça qu'on vous conseille quand même de continuer parce que, allez, dans 5% des cas, on a vu, on ne sait pas pourquoi, ça passe à un tribunal judiciaire qui n'est pas au courant, qui lit le truc un peu trop vite et sur un malentendu, la destruction passe. Bon, bah faites-le quand même. Tentez-le. Destruction ou alors la vente. Bon, si la destruction passe, tout va bien. Ordonnance de mise en destruction, il n'y a pas de souci, vous faites évacuer le véhicule. Si le tribunal refuse, vous avez toujours la possibilité de faire la demande environnementale à la mairie avec les limites que je vous ai exposées avant. OK. On revient sur la demande de vente. L'accord du tribunal vous dit OK, vous pouvez vendre le véhicule. Donc là, vous contactez. Alors, soit l'ordonnance du tribunal va elle-même désigner une salle des ventes, soit elle va vous laisser libre de contacter un commissaire-priseur. Il y a une première ligne, une première vente aux enchères. Bon, les frais de mise en ligne, à peu près, enchères, c'est environ 35 à 50 € à peu près, ça dépend des régions. Voilà. S'il n'y a pas d'acheteur, on retente le coup une fois. S'il y a un acheteur, bah, effectivement, tant mieux. Il y a un acheteur, vous êtes payé sur ce prix. Au bout de la deuxième vente, s'il y a un acheteur, pareil, bon scénario, tout va bien. Et là, le problème, c'est que s'il n'y a pas d'acheteur. Donc là, la destruction, voie sans issue. La vente, pas d'acheteur. Donc on risque de se retrouver à nouveau dans une voie sans issue qui, là, pour le coup, sera définitive. La seule solution qu'on a, c'est vous portez acquéreur. Et il faut bien choisir votre priorité. Récupérer des sous, pas être embêté, ou lâcher un petit peu d'argent de frais de vente, mais surtout avoir le droit après de vous débarrasser du véhicule. Clair que si vous l'achetez, vous en êtes propriétaire, vous en faites ce que vous voulez, et vous le mettez en destruction après. On a un adhérent qui veut prendre la parole. Ouais, pas de souci. Oui, bonjour. Alors moi, je travaille dans une concession. J'ai une question parce que vraisemblablement, le sujet de la destruction, c'est un sujet qui pourrait nous porter préjudice, effectivement, si on peut tenter, mais dans l'hypothèse où on détruit le véhicule, c'est pas forcément une solution qui est pérenne. Dans l'hypothèse où on rachète ce véhicule-là, où on le vend pour une valeur symbolique et qu'il n'y a plus la notion de destruction. Je revends le véhicule à une valeur symbolique à un tiers, donc ça peut être une casse aussi qui m'achète cette voiture pour 1 €, qui lui ensuite fera son affaire. Est-ce que c'est considéré comme si je l'avais détruite ou pas? Alors, normalement, le véhicule, il est vendu. Alors, s'il n'est pas roulant, si on part sur un véhicule qui n'est pas roulant, qui n'est pas réparé, qui est vraiment qui est épave, vous n'avez pas le droit de le vendre à un particulier. Attention. Oui, bah, pas un Voilà, particulier, mais donc une vous ne pouvez casse. le vendre qu'à une casse. Si vous trouvez une casse qui vous fait les papiers, vous signez pour destruction, après la casse en fait son affaire, soit certains les envoient à l'étranger pour qu'ils soient remis en circulation là-bas, soit ils les démembrent et puis ils font leur boulot de recycleur, c'est-à-dire ils récupèrent les pièces. Si vous avez un papier effectivement de la casse, comme quoi ils ont pris en charge le véhicule, bah là c'est bon, vous êtes couvert, il n'est plus chez vous. Ah, mais je Il suis est plus d'accord, chez mais vous, quoi. le Voilà. sujet, c'était par Mais rapport au le truc, tribunal. c'est au départ, il faut que vous soyez autorisé à faire ça.
Il faut que vous soyez autorisé à faire ça, soit Ouais. par un accord du client, soit par un accord du tribunal. Mais le tribunal, on a vu tout à l'heure, enfin de ce que j'ai compris, si on demande à un tribunal la destruction du véhicule, 9 fois alors sur 10, il va vous dire non. bon, dans l'hypothèse où il dit non, on est bien d'accord que là, c'est moi qui ai tenté de détruire cette voiture. Enfin, j'ai fait cette demande en Ouais, ce sens. pas pu. C'est pas passé. Je vends ce Dans ce cas, il véhicule-là. faut, ouais, mais dans ce cas, il faut le vendre en passant par, en étant autorisé, pareil, à le vendre par le tribunal. Ben, le tribunal, s'il n'autorise pas la casse, il l'autorisera parfois par voie de facilité à pouvoir le vendre, sur Oui, lequel j'ai pas mentionné oui, le mais il prix faut de que ce soit vente. bien noté. Attention, il faut quand même prendre la précaution D'accord, de bien mais lire le jugement. Mais si vous avez l'autorisation du tribunal de le vendre, là oui, après vous faites ce que vous voulez. à n'importe quel prix, on est d'accord. C'est-à-dire que si je le Oui, vends à oui, 1 oui, oui, euro, oui, oui, si oui. je le vends à 1 euro à une casse, non Voilà. pas pour destruction, mais pour une cession, et sur lequel lui, il le met sur son livre de police, et que lui, après, prenne la décision de le détruire, Mhm. enfin, j'ai contourné le problème, je l'ai bien vendu pour une valeur Vous avez symbolique. Et... On est bien d'accord. La Ok, destruction n'a pas été autorisée par le tribunal. Le tribunal vous dit, j'autorise pas la destruction, mais vous pouvez le vendre. Bah, c'est le vendre. Alors, on est bien d'accord, si le véhicule n'est pas roulant, vous n'avez pas le droit de le vendre à un particulier. Mais si vous le vendez à un autre professionnel de l'automobile ou à un recycleur VHU, bah, c'est bien, vous l'avez vendu. Au prix que vous voulez. Effectivement, si votre but premier, c'est de faire de la place et de vous en débarrasser, bah oui, vous mettez une valeur symbolique, tout à fait. Ça, c'est parfaitement possible. On a On est deux bon? questions, Grégoire. Ouais. Alors la première, je demande à Monsieur Candé quand même de préciser, puisqu'il demande au premier jour de la démarche combien de temps peut prendre cette procédure. Alors c'est quoi? C'est la procédure de vente ou c'est pour en vue de la procédure de destruction? Les deux, hein. De toute Pour façon, c'est pour des les deux, pour procédures au les deux, hein. tribunal. Alors, c'est très variable suivant les régions, mais allez, on va dire 1 à 3 mois. 1 à 3 mois. En général, les tribunaux répondent assez vite parce que c'est des dossiers relativement simples. Il n'y a pas de débat sur le fond. C'est oui, c'est non, quoi. Bon, vous avez les justificatifs qui vont bien. Vous avez la lettre de mise en demeure du client. Vous avez la preuve que vous avez demandé ou si vous connaissez pas le client, vous avez la preuve que vous avez demandé aux forces de l'ordre de vous communiquer ses coordonnées. Vous avez bien le premier document qui atteste de la date d'entrée chez vous. On est bien 3 mois après. Ouais, ça va, ça prend 5 minutes à lire. En général, c'est des ordonnances. C'est pas des jugements, c'est des ordonnances. Donc ça va relativement vite. Après, ça dépend de l'engorgement judiciaire dans votre région. Évidemment, Île-de-France, ouais, c'est peut-être un peu plus embouteillé qu'ailleurs, à tout Tout à point de fait. vue. Donc peut-être que sur Île-de-France, on sera plus sur des délais de réponse de 3 mois ou un peu plus, quoi. Mais par rapport à une procédure judiciaire classique, ça va quand même beaucoup plus vite, hein. On n'est pas sur du litige, sur du contentieux client qui met 18 mois ou 24 mois à être réglé, hein. Voilà. Ok, Et, merci. et question un peu plus touchy, quelle est la procédure concernant les véhicules électriques dont la batterie de traction n'appartient pas au client, mais appartient à un organisme de location de batterie? Ah Je ne sais pas ah! si tu as la réponse là maintenant. Là, tout de suite, là maintenant, non. Bon, on se la note. Mais ouais, on se la note effectivement, mais c'est effectivement un souci qu'on va finir par avoir. Ouais, c'est un souci qu'on va finir par avoir. Après, de but en blanc comme ça, mais sous toute réserve, hein, j'aurais tendance à penser que bah, le véhicule étant plus, on a d'un côté le véhicule et de l'autre côté la batterie. On fait deux procédures, une pour le véhicule et une pour la batterie. On met en demeure le proprio de la batterie de venir la récupérer. Peut-être que ça marchera parce que même si le véhicule en lui-même a plus trop de valeur, la batterie en général a toujours une valeur résiduelle. Donc il peut peut-être se manifester, lui, pour au moins venir récupérer ça. Et puis pour le reste, eh ben, vous faites partir le reste. Mais effectivement, c'est un point à creuser. C'est un point à creuser. Alors, sur mes trucs, voilà. Petit point de vigilance, les frais de gardiennage. Très souvent, quand vous avez des sous à faire valoir sur un véhicule, ils sont de 3 ordres. Vous avez le dépannage remorquage, quand le véhicule, vous l'avez récupéré comme ça.
Vous avez aussi les réparations que vous avez pu faire sur le véhicule. Et enfin, voyant que le client ne se manifestait pas, vous avez peut-être, c'est pas obligé, mais peut-être, commencé à facturer des frais de gardiennage. Donc vous avez ces 3 créances à faire valoir sur le véhicule, le prix de remorquage, le prix des réparations et les frais de garde. Bon, attention, petit rappel utile, les frais de garde, c'est pas obligatoire, et en plus, c'est quand même soumis à un certain nombre de prérequis. Un affichage obligatoire dans votre établissement, voilà. 2, une info du client par mention dans les conditions générales de réparation. Donc, en gros, les termes de l'affichage, vous les reprenez dans vos documents commerciaux. Et surtout, c'est la jurisprudence qui veut ça, une information du client par lettre commandée avec AR. Clairement, par rapport à certains dossiers que je vois passer, on ne se réveille pas au bout de 3 ans pour dire au client, je vous compte rétroactivement 3 ans de frais de garde. Ça, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais, il faut checker ces dossiers-là dès le départ. Pour ceux qui avaient suivi les ateliers conso SAV magnifiquement organisés par la magnifique région Mobiliance Île-de-France, on avait abordé ce point où en fait, quand un client ne vient pas chercher sa voiture ou hésite un peu, il ne faut pas attendre à déclencher les frais de garde. Ça l'aiguillonne un petit peu. C'est-à-dire, monsieur, qu'est-ce que vous faites, quoi? Vous m'avez demandé un diag, je l'ai fait. Vous voulez faire les réparations, vous ne voulez pas les faire. Bon, maintenant, vous prenez une décision, sachant que je vous donne 8 jours pour vous décider, et moi, après, je démarre le compteur. Ou alors, fin des réparations, votre véhicule est réparé. Ouais, vous n'avez pas de quoi me payer, c'est sympa, mais je ne vais pas vous faire crédit et garder le véhicule pendant 6 mois. Donc maintenant, je commence à démarrer le compteur aussi. Mais tout ça, ça doit se faire rapidement et avec des preuves écrites. Voilà, et en recommandé. Donc on ne se réveille pas 3 ans après en balançant des milliers d'euros de frais de garde. Je pense qu'on avait juste une question qui revenait sur la slide d'avant. Ouais. Que se passe-t-il lorsque le véhicule n'a plus de cote et que nous devons fournir le justificatif de sa valeur au tribunal? Le fait qu'il n'y ait plus de cote, c'est une valeur, hein, c'est valeur zéro. Voilà, c'est une Donc ça valeur change zéro. rien, on dit que le véhicule n'a plus de valeur. Il n'a plus de valeur en tant que véhicule, il est valorisable éventuellement en destruction en tant que déchet pour les matières premières qu'il contient. Voilà, il faut juste expliquer ça au tribunal. Donc j'en reviens là-dessus, hein. Pour bien que vous soyez confiants face au risque de situations bloquées, il faut faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Bon. Vous l'avez entendu tout à l'heure, le concessionnaire qui s'est exprimé, il a fait son choix. Il a des voitures, il veut s'en débarrasser. Voilà, quitte à les vendre pour 1 euro symbolique, mais il veut s'en débarrasser. On a plein de cas où on est sollicité, vous nous dites, je veux à la fois récupérer mes sous, je sais que le client n'est pas solvable, mais je veux récupérer mes sous quand même, et en même temps, je veux me débarrasser d'un véhicule qui n'a pas de valeur. À un moment, ça ne sera pas possible, hein. On est dans la quadrature du cercle. Donc, quand le véhicule n'a pas de valeur, qui ne peut pas être mis en destruction, que la mairie vous refuse la mise en demeure d'évacuer sur motif du code de l'environnement, quand les sommes à régler sont importantes, bah oui, il y a un risque de situation sans issue, hein. En plus, ça risque de provoquer le client, c'est-à-dire que clairement, le client, vous venez, vous lui réclamez une petite somme, il va essayer de négocier, vous réclamez une somme énorme sur un véhicule qui n'a pas de valeur, et vous êtes à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros, c'est des cas qu'on voit, mais évidemment que le client ne va plus répondre. Ou l'assureur aussi, quand le véhicule a été cédé pour une raison ou une autre à l'assurance, évidemment, vous arrivez avec des sommes qui sont 3 fois la valeur, la VRAD du véhicule. Et évidemment, plus personne va vous répondre dans ce cas-là. On me réclame cette somme-là, moi je ne vous la paye pas, je prends un avocat, hein, ça me coûtera toujours moins cher de contester, hein. Et je vais jouer la montre et le pourrissement. Donc il y a un moment, ouais, c'est qu'est-ce qui est le plus urgent, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Espérez quand même peut-être récupérer la somme, ouais, c'est que le client est connu et qu'il est solvable. Ou que le véhicule a une valeur pour qu'on puisse le mettre en vente. Et après, client inconnu ou insolvable,
avec un véhicule qui vaut rien, bah, la meilleure chose qu'on puisse espérer, c'est juste s'en débarrasser, quoi. En payant quand même quelques frais de procédure. On est bien d'accord là-dessus. Il y a une question qui demande, est-ce que le recours au contentieux couvre-t-il les frais de garde? Est-ce que le recours au contentieux, oui, quand vous faites la demande pour vente, si j'ai bien compris, quand vous faites une requête pour vente, comme je vous le disais, vous mettez tous les sous qu'on vous doit. Donc, vous n'êtes pas payé d'un certain nombre de sommes sur ce véhicule. Ces sommes sont constituées par le prix du dépannage, remorquage, quand c'est vous qui avez été le chercher, éventuellement le diag, si le client vous en a demandé un, le prix des réparations éventuellement faites, et oui, les frais de garde, si vous les avez comptés et déclenchés conformément aux instructions que je vous ai données avant. Oui, tout ça, c'est un récapitulatif. Donc oui, sur un véhicule qui a de la valeur, qui a même encore une bonne valeur, vous pouvez vous faire indemniser, récupérer votre créance, y compris frais de garde. J'en arrive aux questions qui avaient été posées lors des inscriptions, qui avaient déjà été posées. Donc, véhicule abandonné suite à un remorquage dépannage, c'est la même chose. Assurez-vous simplement d'avoir un ordre de mission, voilà, de garder le remorquage dépannage. Je rends service comme ça sur un simple coup de fil, que ça soit à l'agent général d'assurance, au maire de la commune ou à la brigade de gendarmerie. Si je n'ai pas d'écrit plus tard, vous êtes tout nu dans la procédure. Donc, on ne rend pas service. Qui est le donneur d'ordre? Qui vous demande d'aller chercher ce véhicule? Pour quel motif? Et vous avez une preuve écrite qu'on vous a missionné pour le faire. Véhicule anglais abandonné, qu'il soit anglais, espagnol, néerlandais, russe, ou n'importe quoi, on s'en fiche. Ça ne change rien là, à ce que je vous ai expliqué. Pareil, si vous n'avez pas les coordonnées des clients, encore un peu plus compliqué à obtenir s'ils sont étrangers, et ben vous faites pareil, une demande aux forces de l'ordre, comme on vous l'a dit. Qui évidemment vous diront bah non, j'en sais rien, j'ai pas de moyens ou j'ai pas le droit de vous le dire. Vous faites pareil, ça change rien. À partir de quand peut-on lancer les démarches? On l'a vu, le délai de le véhicule est chez vous depuis au moins 3 mois. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de réponse des propriétaires? Ben voilà, on en tient compte et on dit qu'on n'a pas eu de réponse des proprios et on lance la procédure quand même. Voilà. Demande d'une liste d'avocats spécialisés? Non. Pas dans les missions de Mobiliance de vous donner ça. Normalement, avec les modèles qui vont accompagner cette présentation, vous êtes capable de faire tout seul. Il n'y a pas de souci. Ce n'est pas des trucs très compliqués. Vraiment, vous pouvez prendre un avocat, si vous avez envie de sous-traiter ça à un avocat, pas besoin d'un avocat spécialisé dans ce domaine-là. C'est juridiquement simple. C'est touffu parce qu'il y a plein de scénarios différents, mais juridiquement, c'est relativement simple. Donc non, à ma connaissance, on n'a pas une liste d'avocats spécialisés là-dedans. Une autre question avec un cas plus particulier, véhicule abandonné depuis 7 ans. Vous voyez, des fois, les gens mettent un peu de temps à réagir. Le client n'est pas en mesure de payer des réparations très élevées. Quels frais de garde facturer et que faire si le client est toujours dans la capacité de régler sa dette pour récupérer le véhicule? La réponse est dans la question. Vous voyez qu'on me dit à la fois que le client n'est pas en mesure de payer, mais on cherche à facturer des frais de garde. Ça n'a aucun intérêt. Si on est sûr que le client n'est pas solvable et que de toute façon il ne paiera pas, quoi ça sert d'allonger la sauce? Alors soit on trouve un accord avec lui, on est encore à l'amiable, monsieur, ok, c'est bon, je fais la passe, vous me cédez la voiture, de toute façon vous ne pourrez pas payer les réparations, j'ai un droit de rétention, je ne vous la rends pas. Vendez-la moi, vous êtes quitte, vous êtes débarrassé, quoi. Bon. Ou alors après, de toute façon, il faut enclencher les procédures comme on vous les a expliquées. Bon, vous êtes largement dans le délai, hein, puisque le véhicule est là depuis 7 ans. Mais vous voyez, c'est là que je dis, on ne peut pas à la fois récupérer des sous sur un client insolvable, avec peut-être un véhicule qui n'a plus trop de valeur, parce que le véhicule est après 7 ans. Donc il a décoté, même s'il avait été bien réparé, qu'il a été bien stocké, etc. Il a 7 ans de plus. Donc peut-être qu'il avait une valeur il y a 7 ans et il n'en a plus maintenant.
Donc là, on est juste dans le cas où tout ce qu'on veut, c'est s'en débarrasser. Voilà. Véhicule hors service, gagé, carte grise barrée, cas des entreprises radiées pour cessation d'activité, etc. Pareil, ce n'est pas bloquant, on engage les procédures. On engage les procédures. Voilà. Véhicule, je ne vois plus laquelle, il faut que je bouge un truc. Véhicule après-vente, après réparation, peut-on se faire payer en revendant le véhicule? Oui. Oui, on est dans le cas où, comme je disais, vous allez faire une requête en demandant la vente du véhicule et vous faire payer de tous vos frais. Donc le dépannage, les réparations, éventuellement les frais de garde, etc. Si le véhicule a une valeur. Voilà. Alors, on a un adhérent qui veut prendre la parole. Je Je vous vais arrêter le laisse. partage. Comme ça, je verrai un peu tout le monde. Juste une question dans le chat. On laisse Monsieur Letao reposer sa question et on prendra la question de Madame Bena Wadi. Merci de prendre la question. Ça fait deux fois qu'on parle effectivement des véhicules qui sont gagés, pour lesquels on aurait notamment des gages qui sont apposés par l'administration. Qu'en est-il? Parce que c'est déjà arrivé d'avoir des véhicules qui n'ont plus de valeur, avec des valeurs avec des PV qui n'ont jamais été réglés, et qui sont donc le véhicule est gagé par l'administration pour une valeur de 4, 5, 6 000 euros. Ça sous-entend que quand nous on en devient, quand on le détruit, c'est-à-dire qu'il passe par notre livre de police, on est d'accord? Mhm. Ça veut dire que derrière, on a je veux dire, on n'est pas tenu de dégager la voiture. Je veux dire, toutes les amendes qui ont été imposées par l'administration disparaissent. Alors, le problème est dans l'absolu, il faudrait faire un recours dans ce cas-là bien particulier où c'est pas un gage, c'est pas le gage du prêteur de deniers, c'est pas le gage du financeur, mais on est sur des amendes pénales. Dans l'absolu, il faudrait faire un recours au tribunal pour demander l'annulation des amendes. Voilà, on est là effectivement dans un cas un peu compliqué. Après, alors, sans que je puisse vous expliquer pourquoi, j'ai vu passer des dossiers où le véhicule a été vendu pour destruction et c'est passé sans que personne ne vienne réclamer les amendes à qui que ce soit. Voilà. Donc, Parce que je pense que... pardonnez-moi, mais mettre en destruction un véhicule qui bien souvent, ça peut nous arriver de ne pas avoir la carte grise et sur lequel on est dans l'impossibilité de pouvoir faire une demande de langage. Si demain on a l'accord effectivement de détruire ce véhicule-là, on se retrouverait dans une impasse où, ça pourrait même bonifier entre guillemets le client. Enfin, une voiture qui vaut rien, il a 3 000 euros d'amende. De notre action de nous avoir laissé le véhicule, tout disparaît comme par enchantement. Oui, oui, non, mais je Ça me sais, paraît un c'est peu le gros. risque. D'accord. Ça fait partie de ces situations qui sont difficilement extricables ou voire inextricables. Dans l'absolu, c'est un recours à l'administration pour demander l'effacement des amendes en justifiant ça par le fait que le propriétaire ou celui qui a commis l'infraction est insolvable ou ne répond pas. Mais là, oui, on est dans un cas où si on veut vraiment faire légalement ou si on passe pas entre les gouttes, parce que je vous le dis, moi j'ai vu des cas où même avec des oppositions au transfert de carte grise avec des OTCI, il y a des véhicules qui ont réussi à passer entre les gouttes et que les adhérents nous ont dit après, ça a marché, j'ai pu me débarrasser du véhicule et personne ne m'a rien réclamé. Donc oui, il y a des fois ça passe, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les services de l'État ne sont pas encore suffisamment interconnectés et que ne se parlent pas entre eux. Mais dans ce cas particulier avec des amendes pénales, oui, c'est un cas compliqué. Ok, merci de votre réponse. Donc Il y a la eu des trucs. question, bonjour, concernant les frais de garde, nos conditions générales de vente prévoient, entre guillemets, dans le cas où le client n'aurait pas repris possession de son véhicule malgré la demande du réparateur, l'envoi de la facture pro forma ou facture constitue une mise à disposition formelle du véhicule. Passé un délai de 8 jours à compter de l'envoi de la dite facture et sans qu'il soit besoin de mise en demeure, des frais d'occupation seront facturés au client. Selon le TA, alors je ne sais pas si c'est le tribunal, en vigueur, il y a peut-être une faute, affiché en concession. Quel est votre avis et quelle est la valeur de la notion de proforma? Alors, c'est selon le tarif en vigueur affiché en Ah oui, concession. D'accord. Oui, ok. c'est.
déjà, une facture pro forma, c'est juste un procédé comptable, hein. Juridiquement, la valeur d'une pro forma est faible. Après, les conditions générales telles qu'elles sont, elles sont valables. Néanmoins, je redis qu'une grande partie de la jurisprudence demande, et c'est pour ça qu'on reconseille, de doubler par un recommandé spécifique derrière. Voilà. Juste pour avoir fait l'économie d'un point administratif, vous risquez d'être bloqué derrière, ou si jamais il y en a un qui se bat, notamment quand en face on a des assureurs. Franchement, pour le prix du recommandé, et si vous avez vraiment des frais de garde avec un véhicule qui vaut des sous, enfin, il y a peut-être réellement un peu d'argent à récupérer. Je reste sur le conseil, qui est le conseil de Mobiliance. Alors, vos conditions telles qu'elles sont mises sont très bonnes, mais confirmez quand même les frais de garde par un recommandé derrière. Voilà. Parfait, merci. On a une autre question. Mhm. Est-ce une mesure de prudence d'avoir une copie des conditions générales avant d'accepter un véhicule dans nos ateliers? Non, je crois que c'est une carte grise, plutôt. Ah, une carte grise, pardon. Je pense. Et quel est le Oui, tribunal à contacter? Tribunal judiciaire, TGI ou TI? ouais, d'accord. Alors, c'est le tribunal judiciaire, hein, pour les ordonnances de destruction. Vous aurez la procédure avec à chaque fois, il y a même un lien sur le site Mobiliance pour trouver la carte de votre tribunal. Ne vous inquiétez pas là-dessus, sur les documents, sur cette procédure, vous êtes guidé pas à pas. Précaution à prendre, avoir le certificat d'IMAT. Oui, si vous pouvez, évidemment. Ça évite beaucoup de problèmes et ça simplifie beaucoup les choses d'avoir, si on peut, copie du certificat d'IMAT. Éventuellement, si le nom ou la personne qui vous donne qui vous dépose le véhicule n'est pas sur le CI, d'avoir une copie de son permis de conduire ou d'un document d'identité, d'avoir les coordonnées du propriétaire et du conducteur. N'hésitez pas à demander au maximum ces documents et à les avoir. Ça simplifie après. On est très souvent sollicité, presque tous les jours, par des garages qui nous disent j'ai un dénommé Jean-Paul, il nous a déposé une voiture et en fait, le numéro de portable qu'il nous a donné, il n'est pas bon. Donc la voiture est réparée et on ne sait même pas qui appeler et à qui envoyer la facture. Voilà. Et on n'a pas le CI et on n'a rien. Et je vous mens pas, c'est plusieurs fois par semaine qu'on a des questions qui commencent comme ça. Alors c'est sûr qu'un véhicule qui appartient à on ne sait pas qui, déposé par on ne sait pas qui, et où on n'a même pas un numéro de téléphone pour contacter qui que ce soit, le conseil qu'on peut vous donner, c'est attendez qu'ils reviennent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Donc oui, plus vous avez un max d'infos au moment du dépôt du véhicule, mieux c'est. Essayez toujours de récupérer un maximum d'informations, elles vous seront toujours utiles par la suite. Autre question? On est bientôt à la fin du webinaire. Mhm. Il dit 24. Toutes les questions qui ont été posées lors du formulaire d'inscription ont trouvé réponse. Toutes celles qui étaient posées en ligne. Ah, on a notre conseiller territorial qui veut intervenir. Dominique. Oui, Grégoire, est-ce que tu peux nous confirmer sur la mise en demeure du départ du début, comme en social, s'il n'y a pas noté mise en demeure sur le courrier, est-ce qu'il est valable ou pas? Alors, c'était mis sur le slide, effectivement. Ah, Il faut pardon. noter, il faut écrire en toutes lettres que c'est une mise en demeure. Voilà, dans l'objet du courrier. Une mise en demeure, pour qu'elle soit valable, en objet du courrier, déjà, c'est en lettre recommandée, avec le numéro du recommandé, lieu et date. Vous seriez surpris de voir les dossiers qu'on a où les courriers ne sont pas datés. Donc après, pour avoir des problèmes de délai, c'est très compliqué. Donc mettre une date et objet, mise en demeure. Voilà. Et après, dans le corps du texte, vous verrez dans les modèles,
nous n'avons pas 100 nouvelles de votre part. Nous vous mettons par la présente en demeure de nous régler notre facture numéro tant, copie jointe, et d'évacuer votre véhicule IMAT dans un délai de 8, 10, 15, 20 jours. Ça, c'est pas normé par les textes. Mais oui, mise en demeure doit être écrit en toutes lettres. Il vous reste encore quelques secondes pour réfléchir à une question potentielle et profiter de la présence de Grégoire. Sinon, ça sera, vous nous rappelez après l'envoi. Oui, Madame Benawedi. Oui, alors j'ai une question par rapport aux frais de gardiennage. Est-ce qu'elle est valable sur la base d'un devis dans le cas où un client nous confie son véhicule pour réparation et qu'il n'est pas d'accord, par exemple, pour réaliser les prestations, qu'il tarde à venir chercher son véhicule? Est-ce qu'on peut facturer des frais d'occupation à Oui. partir de la date du devis? Alors, attention, si c'est marqué dans vos conditions générales de réparation telles quelles, oui, il faut bien préciser que dans ce cas-là, les frais de garde sont dus soit à la date où à la date de communication du devis, du diag et du devis au client, ou de mise à dispo du véhicule une fois réparé. Mais oui, c'est possible. Les frais de garde, ça force le client à prendre une décision. Donc on a deux cas, soit la prestation a été faite, mais le client, pour une raison ou pour une autre, veut pas venir. En général, il veut pas venir parce qu'il peut pas payer ou il peut pas payer tout de suite, hein. On a beaucoup de cas où le client part en vacances et puis c'est bien, c'est la deuxième ou troisième voiture du foyer, elle va pas coucher dans la rue, elle est au garage, il me la garde, je pars le mois d'août et puis je récupérerai ma voiture tranquillou quand j'aurai eu ma paye de septembre. Il y en a des gens qui réagissent comme ça. Et vous avez aussi le client qui vous dépose la voiture pour un diag, vous le faites, assorti d'un devis, et puis manque de bol, il y en a pour beaucoup plus cher que ce qu'il pensait, donc du coup il hésite, il ne sait pas, est-ce qu'il va garder sa voiture, bref. Et là, oui, les frais de garde sont un bon moyen de lui dire, bon, vous m'avez demandé un devis, je l'ai fait, moi j'ai rempli ma part du contrat, maintenant vous me dites ce que vous faites, quoi. Et je vous donne 8 jours pour prendre une décision. D'accord. Et est-ce qu'on peut considérer une proforma et un devis, c'est pareil juridiquement? Parce que dans nos conditions générales, si on met proforma, alors on a des équipes Non. qui peuvent éditer Un et devis doit devis être et noté tel proforma. quel. Proforma, c'est une procédure comptable. La D'accord. proforma, c'est une procédure comptable. C'est j'envoie une proforma à mon fournisseur pour qu'il prévoie la mise en paiement ou c'est une procédure comptable, elle n'est pas tellement juridique. Clairement, un devis, ça doit être marqué devis. Avec un certain D'accord. nombre de règles aussi, hein. Est-ce que le devis était gratuit ou payant? Le devis, il est normé par la loi, hein. Donc, mais ça doit être noté devis. D'accord. Donc pour nous protéger un maximum, on peut noter dans nos CGV devis, proforma et ou facture. On peut mettre les 3 mentions? Ouais. Ouais, mais je vous dis, le client qui va recevoir une proforma, c'est pas, il va pouvoir attester qu'après, il n'a pas compris que c'était un devis. D'accord. Attention, vous avez affaire à des clients particuliers, hein. Donc, le juge va vérifier que vous les avez bien informés avec le mot qui va bien. À mon avis, c'est pas devis ou proforma, c'est devis et proforma, ou alors même pas proforma et seulement devis. Ouais, voilà. C'est devis. D'accord. On fait un devis. D'accord. Merci. Parce qu'après, je vous dis, moi, je vois, faut pas sous-estimer la mauvaise foi, hein, on est bien d'accord, mais de certains clients et l'intelligence des avocats qu'ils peuvent avoir, hein, derrière. Moi, je reçois une proforma. Bon, je suis un particulier, je connais pas. Je vais au tribunal. Je ne me suis pas positionné parce que j'ai été étonné. Ils m'ont facturé les travaux alors que je les avais pas acceptés et qu'ils les avaient même pas fait. Donc c'est pour ça que j'ai pas bougé. On est d'accord, hein, c'est premier degré de la mauvaise foi. Mais le problème, c'est qu'un juge peut valider ça en disant bah oui, mais c'est un particulier consommateur, quoi. Lui, il n'a pas vu. Il vous demande un devis, vous lui envoyez une proforma. Et il n'a pas compris, le monsieur. Qu'un devis, c'est un devis. Les délais ont été tenus. Il est 12h30. Si vraiment Parfait. personne n'a de questions à poser, je vous propose de
clôturer ce webinaire. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Quasiment en totalité des inscrits. Donc, bravo aussi à Mélanie pour l'organisation de ce webinaire. Merci à vous. Grégoire, merci pour ton intervention. Bon, vous l'avez compris, donc on est à votre disposition et à votre écoute si jamais, à la lecture du PowerPoint, une question vous revenez ou alors un cas pratique. On est là pour vous servir, bien évidemment. Je vous remercie. Je vous souhaite un très bon appétit, une bonne après-midi et vous dis à bientôt pour d'autres ateliers ou webinaires.